Bonjour à tous, bienvenue dans l'aventure ludique extraordinaire, votre chaîne ludique sans langue de bois. Cette vidéo est un rapport et réaction consacré à la série de jeux Final Girl. Qu'est-ce que c'est Final Girl? En fait, il s'agit d'un moteur de jeu sur lequel vient se greffer plusieurs petites extensions. Vous allez pouvoir mixer vos adversaires, vos lieux. Je trouve que c'est un gameplay, un système de jeu qui est très très bien pensé, puisque chaque extension que vous allez venir greffer à votre moteur de jeu va avoir des règles qui vont être à chaque fois différentes. Rejouabilité, renouvellement, tout y est pour passer un très très bon moment, d'autant plus que c'est une série de jeux exclusivement solo. Mais est-ce que je vous recommande le jeu? Ça, je vous laisse le découvrir à travers cette vidéo. Voilà, donc je viens de terminer une partie de Final Girl avec le Dr Peur. Donc à savoir que c'est ma troisième partie sur cette proposition d'extension. Alors pourquoi je la fais que maintenant cette réaction? Tout simplement parce que la première partie c'était une partie de découverte, j'ai mis à peu près une petite heure. Donc j'avais pas grand chose à montrer, j'ai réussi à gagner, mais ça a été long parce que il a fallu que je fasse pas mal de retours dans les règles histoire de bien comprendre. Il y a le système aussi de phase, donc action des joueurs, achat au niveau de la piste de cartes, là, où on doit faire des achats en fonction du temps qui nous reste pour pouvoir anticiper, on va dire, le prochain round, notre prochaine phase d'action. Ensuite, il y a la phase du méchant. Et après, il y a une phase dite de maintenance et d'organisation. Voilà, alors le temps que ça rentre bien dans l'ordre, encore, vous voyez, j'hésite un petit peu, c'est pas encore tout à fait clair. J'aime bien avoir le rappel de règles à côté qui me permet en fait de bien faire les choses dans le bon ordre, sans rien oublier, et avoir aussi ce petit rappel avec les symboles et la signalétique, ça c'est vraiment bien fait, il n'y a pas à dire. Avant de vous dire un petit peu plus au niveau du matériel, je trouve que le matériel est vraiment bien foutu. Moi de mon côté j'ai choisi de prendre, donc c'était sur les conseils de Régis qui avait déjà acheté un playmat, qui avait vraiment bien optimisé son Final Girl, il avait beaucoup joué avant moi. D'ailleurs il me l'avait recommandé et je le remercie parce que c'est une super découverte, hein, c'est vraiment très bien Final Girl. Mais voilà, donc je me suis dit, le playmat, c'est peut-être pas une obligation, ceci dit, c'est un confort de jeu vraiment excellent. Déjà, simplement jouer sur du néoprène, c'est extraordinaire. Les dés ils rebondissent sans faire de bruit, donc ça c'est super agréable. Vous avez ensuite vos cartes qui sont installées, bien positionnées, et ça c'est très agréable aussi, ça permet d'organiser son jeu, de se repérer, et ça aide simplement à jouer, hein. Voilà, c'est aussi très agréable visuellement, ça nous permet de s'imprégner, de s'immerger un peu plus dans le jeu. Et enfin, tout simplement, le néoprène permet d'avoir, on va dire, une prise du matériel et des mains qui est vraiment très agréable. On n'est pas en train d'arracher les cartes sur la table ou autre quand on n'y arrive pas, ou prendre une deuxième carte pour aller chercher une carte qu'on n'arrive pas à attraper. Moi, de mon côté, pour le moment, je les ai pas sleeve mes cartes, mais c'est vrai que des cartes sleeve sur une carte, à aller chercher parfois, c'est jamais très facile. Donc, parfois, hein, je dis pas tout le temps. Ça dépend de la surface de vos tables en fait. Et je me dis que là voilà, le néoprène il est vraiment très bienvenu. Et c'est vraiment une force d'avoir, je trouve, une table avec un matériel où vous avez du néoprène parce que c'est très confortable, c'est un super plaisir de jeu et je pense que ça va être l'un de mes futurs investissements, partir sur un très grand format de néoprène. Voilà. Donc bref, qu'importe. Je continue, j'ai fait ma deuxième partie. Ah oui, avant ça, au niveau du matériel, donc il y a ça. Ensuite, au niveau des systèmes de boîtes, j'aime beaucoup, ça ressemble effectivement à des VHS, des cassettes qu'on avait, pour ceux qui connaissent, dans leurs enfances ou quand ils étaient un petit peu plus vieux ou ceux qui en fait n'ont jamais connu. Voilà, bon, bref, qu'importe, les VHS c'est vachement vintage, ça fait vachement classe quand vous les mettez dedans la Calax. J'adore, c'est super bien pensé. Ensuite, vous avez un système de. Comment dire? Vous avez d'un côté, vous avez l'environnement de la cassette. Donc là, par exemple, c'est Maple Land. Donc là, vous démagnétisez. En fait, c'est magnétisé. Donc vous décollez en fait le board, vous le mettez
Et après, de l'autre côté, vous décollez, c'est le personnage méchant. Donc là, c'est Dr Peur que vous avez de l'autre côté. Et c'est super bien fait, c'est malin, c'est... Putain, c'est chouette quoi d'avoir un matériel comme ça, tu te dis, mais c'est super agréable à sortir, à présenter, c'est fun. Pour du solo, c'est très agréable parce que la mise en place, elle est faite en un claquement de doigts. Donc non, vraiment super. Ensuite, pour le matériel à l'intérieur, bon ben, t'as des petites cartes avec des petits meeples, des petits machins, c'est super classique, mais ça répond très très bien, ça fait super bien le taf. Donc non, vraiment, rien à redire au niveau du matériel. Certes, on peut l'optimiser en y mettant des petits stickers, en changeant des petits jetons pour des ressources un peu plus super intéressantes, mais perso, moi, ça m'intéresse pas plus que ça. Euh, c'est déjà très bien optimisé comme ça et ça me va parfaitement. Maintenant, pour ce qui est de ma deuxième partie, alors ma deuxième partie, elle, j'ai bien les règles en main, ça s'est super bien passé. Je suis tombé en plus sur une mise en place qui en fait, m'a permis de simplement éclater le jeu en 20 minutes. J'avais toutes les cartes qui étaient sorties au niveau des objets pour pouvoir éclater le Dr Peur je crois en 5 tours, un truc du genre, 4 ou 5 tours. Donc oui, quand sur la boîte c'est écrit entre 20 et 60 minutes, c'est vrai. Parce que là vraiment j'ai fait sur mes deux parties les deux extrêmes. Et là du coup je vous présente ma troisième partie, où là c'était la rentrée des classes. Je me suis retrouvé avec... en fait on se retrouve généralement à mon avis c'est toujours comme ça, à l'opposé du Docteur Peur, enfin du moins du méchant de l'histoire. Et j'avais un petit copain en plus, j'avais oublié de mettre en plus au début. Donc j'ai un petit copain qui me suit et lui il va être relativement chiant parce qu'à chaque fois qu'il va venir son positionnement à la fin de la phase de maintenance, donc à la dernière phase sur ma case, je vais perdre 2 temps. Donc ce petit copain qui est extrêmement envahissant, on va tout faire pour l'éviter. Donc à chaque fois je me débrouillais pour être au moins à 3 cases, histoire qu'il m'embête pas. À la fin, j'arrive donc à trouver un fusil et je décide de faire une phase où je vais all-in. Là, je me retrouve avec plus qu'une seule unique carte à pouvoir acheter. J'achète la riposte. Donc, en gros, contre mon petit Dr Peur. Donc, en gros, pourquoi je décide de faire ça? Parce que sur sa phase d'avant, il a une carte terreur où il me force à m'endormir. Il faut savoir en plus que dans ce scénario, le Dr Peur a un mode de jeu qui est vraiment très particulier. Où, en fait, il y a le monde éveillé et le monde endormi. Quand vous êtes éveillé, il ne peut pas vous attaquer, mais vous ne pouvez pas l'attaquer non plus. Par contre, lui, il peut tuer tout le monde. D'accord? Si vous souhaitez l'affronter, il faut rentrer dans la chaufferie, dans le monde des rêves, être endormi. Et là, à ce moment-là, vous allez pouvoir l'attaquer. Par contre, vous ne pouvez plus sauver les victimes. Et lui, il peut toujours donc vous attaquer et attaquer les victimes. Je me suis retrouvé dans une situation où j'étais invoqué dans la chaufferie. Et à ce moment-là, je lui ai un petit peu couru après, je l'ai canardé au fusil que j'avais réussi à trouver, j'ai essayé de all-in, il me manquait quelques points de dégâts et je me suis dit peut-être qu'au prochain tour je pourrais l'avoir. Au prochain tour, en fait je me rends compte que je peux rien acheter vu que j'ai que 4 de temps. Je me dis il va m'attaquer, je vais acheter une riposte, j'ai bien fait, il m'a attaqué, j'ai riposté, je lui ai fait 2 dégâts. Lui de son côté il continue de jouer, il va tuer des victimes. Et il monte encore forcément en puissance et il arrive à un stade où il débloque sa carte spéciale où on lui dit ouais, tu retires ton jeton de dernier point de vie, tu mets un jeton blanc et ces jetons de dernier point de vie un petit peu... j'ai plus le nom c'est des jetons noirs là. J'ai plus le nom, bref. On nous dit d'en mettre 3. Et s'il perd le dernier jeton blanc, on retourne les jetons noirs et on doit rajouter la quantité de points de vie indiquée par ces jetons blancs. Donc je me dis, waouh, ça va peut-être faire beaucoup, mais il se peut aussi qu'il y ait, en fait, derrière ces jetons noirs, 0. Donc derrière cette capacité spéciale, bon, j'ai dit, écoute, on va voir. Je me retrouve donc à devoir donc à ce moment-là racheter des cartes. J'ai 6, plus mes cartes qui coûtent 0, et là j'ai une grosse main. Et je me dis, au final, je vais pas m'embêter. Je vais essayer d'aller le chercher, donc je le recours dans la ville, et je vais essayer de lui faire les 3 derniers points de vie. Au moins je serai fixé, je saurai exactement combien de points de vie il lui reste, quitte à moi à acheter après une carte de défense pour être immunisé 1 ou 2 fois. Enfin, au moins une fois, quoi, ou du moins limiter ma perte de points de vie. Donc,
j'y vais, je lui cours après. J'arrive à, mine de rien, à bien gérer le niveau de peur sur Maple Land là. Et je me retrouve donc face à lui et je décide donc de l'affronter corps à corps dans la chaufferie. Et en fait, au niveau de. Je fais une attaque critique, je lui mets 2 points de dégâts. Et ça suffit largement en fait, parce que il semblerait que derrière ces petits jetons noirs, eh ben, il y en avait 0 de points de vie. Et là, j'ai dit, bon, ben ça va, j'ai bien fait, je suis content. Voilà. Donc parfois voilà, c'est un jeu où il faut pas avoir peur, faut être un peu, faut pas avoir peur d'y aller. C'est parfois un petit peu bourrin, mais le jeu le veut. C'est un jeu qui est nerveux, qui est bien foutu à ce niveau-là. C'est toujours sous tension, c'est tendu. On est vraiment immergé et pris par le truc. Donc c'est super chouette. D'autant plus que dans Dr Purse, ce que j'aime beaucoup, c'est ce système dans la chaufferie où une fois qu'il a fait sa phase de tueur en fait au final. Vous vous retrouvez avec un petit jeu où, si vous voulez, vous allez avoir un paquet de 4 cartes divisées en 4. Vous allez avoir le Dr Peur qui va être en haut à gauche, en haut à droite, en bas à droite et en bas à gauche. Et vous allez devoir donc déplacer dans le monde endormi, glisser votre paquet de cartes. Et si, lorsque vous le déplacez, il y a, vous voyez un Dr Peur qui apparaît, il vous fait des dégâts. Voilà, donc il vous attaque. Donc attention, quand il vous attaque, c'est pas un point de dégâts, il vous attaque en fonction de du niveau où il est. Donc rentrer dans le monde endormi quand il est extrêmement feed, c'est chaud quoi. Vous pouvez prendre 3 points de dégâts d'un coup, rien qu'à cause de ce petit entracte avant de la phase d'action. Il faut savoir qu'une fois qu'on est dans le monde endormi, on doit passer ce deck en intégralité. Donc comme il y a une chance sur 4 de se faire attaquer, petit à petit, on arrive à... Bon, la première, on a 25% de chance de se faire attaquer, en fonction de là où on se met. Et après, en fonction en dessous, il y a 66% et ainsi de suite de chances de se faire attaquer ou pas. Voilà, donc c'est vraiment bien foutu, j'aime beaucoup. 3 parties qui ont été très intéressantes, avec une situation de jeu complètement différente. Et bref, c'était un super régal. Ça permet de faire une bonne pause par rapport à Voidfall, que là j'ai encore déinstallé sur la table d'ailleurs. Et non, c'est vraiment pas mal comme petit jeu à sortir et à jouer, ça va assez vite, c'est très très addictif je trouve, et c'est très prenant, et d'ailleurs c'est pour ça que on va clore Dr Peur et on va passer à une autre extension. Bien, du coup je viens de terminer ma partie sur la deuxième extension que j'ai choisie, c'était le Poltergeist. Et j'avais envie de vous proposer une façon de faire mon retour sur mon rapport et réaction un petit peu plus en vous présentant le plateau et en vous montrant un petit peu comment c'est fait et ce que j'ai fait. Donc déjà pour commencer, on va parler un petit peu du Poltergeist. Comme vous pouvez le voir, il n'a pas de point de vie sur le côté. On ne peut pas l'attaquer, on ne peut uniquement fuir, c'est tout. Donc voilà, le Poltergeist, c'est... en fait, il est invisible, on ne peut pas le toucher et lui par contre peut nous tuer sa mère sans aucun problème. D'ailleurs, vous pouvez constater ici que son pouvoir maléfique se dévoile très rapidement. J'ai eu la chance moi que ça ne se passe pas exactement comme il l'avait prévu. Pourquoi? Alors je suis tombé sur cette mise en place là. Voilà, donc on part en bas à droite du manoir et le tueur Poltergeist à l'opposé. Mais avant de vous expliquer, il faut que je vous parle un petit peu du manoir. Donc dans le manoir, il y a plusieurs pièces, comme vous pouvez le constater. Et on peut donc se déplacer uniquement, vous voyez, de là à là, ou de là à ici, de là à là. Voilà. Par contre, vous voyez, il y a des flèches qui nous disent, voilà, vous pouvez passer de là à ici uniquement. Voilà. Et faut suivre le sens. Ceci dit, ça c'est des cases dites extérieures et tout le reste sont des cases intérieures. Et l'échelle qui est ici, là, en fait, permet en fait de passer du bas en passant par la fenêtre en haut. Les fenêtres, ce sont des nouvelles tuiles pour le manoir. Ça permet en fait de s'échapper du manoir en sautant par la fenêtre. Enfin, c'est vachement chouette, je trouve. On retrouve donc le grenier, la penderie et le garage. Dans ces 3 zones, avec les petites clés à molette, c'est les zones où on peut faire des recherches dans ces paquets ici et cacher 2 objets typiques au manoir ou au poltergeist. Je sais plus, je crois que c'est le poltergeist plutôt.
Et on va le savoir très vite en fait. Voilà, l'extension, vous voyez, elle est ici. Il y a un petit fantôme, donc c'est pour le poltergeist. Donc, pour pouvoir réussir ce scénario, vu qu'on ne peut pas tuer le poltergeist, on ne peut que lui échapper, il faut retrouver Caroline et fuir. Par contre, il peut avoir un pouvoir maléfique. Est-ce que ça pourrait être celui-là? Désespoir éternel, perdez du temps pour chaque présent sur un dé après avoir lancé lors d'un jet d'horreur. Ok. Bon, bref, là, ce n'était pas le cas. Mais il se peut qu'il y ait un pouvoir ici où on lui dit, ben voilà, tu vas aller chercher la peluche en fait de Caroline. Alors, la peluche de Caroline, elle était où du coup? Elle n'était pas là, pas là. La carte ici. Non plus. Donc, elle était donc dans le grenier, sa peluche. Vous voyez, ça, c'est la peluche. C'est Monsieur Floppy. Donc, pour pouvoir s'échapper, s'il y a un pouvoir maléfique qui dit, ben voilà, vous ne pouvez pas vous enfuir tant que vous n'avez pas retrouvé la peluche de Caroline. Bon, là, j'ai eu la chance. C'est pas ça qui est sorti du tout. Il n'y a même rien qui est sorti. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un événement où on me disait au début que je devais toujours avoir une victime avec moi, si possible. Alors, je me suis retrouvé donc ici avec deux personnes. J'ai réussi à en faire sortir 2 que j'ai pu mettre donc sur ma carte. Voilà. Et ensuite, après, je me suis déplacé. Elle n'a pas pu me suivre parce que en fait, le poltergeist était arrivé là. Donc, elle était bloquée ici. Elle ne pouvait pas me suivre. Moi, j'ai sprinté jusque là. Et j'ai fait une première action de recherche qui s'est avérée infructueuse. Ensuite, elle, d'ailleurs, elle devait toujours rester ici. Je crois que je l'ai déplacée parce que j'ai fait bouger. Mais voilà, elle est restée là. Ensuite, j'ai le poltergeist qui est arrivé ici et qui a tué une victime. Et ensuite, il m'a rejoint. En me rejoignant, il a déclenché un événement après en plus qui était l'échelle cassée. Je ne pouvais plus faire ça. Bon, bah, du coup, on est obligé de passer par l'intérieur du manoir pour accéder au 2e étage. Ce n'est pas un problème. Donc, du coup, je me suis dit, vu que je suis là, je suis dans faut que je fouille toutes ces 3 pièces. Je reste là, je fouille. Donc, je me suis débrouillé pour avoir les cartes recherche lors de mes phases d'achat. J'ai fait une phase de recherche. Je suis tombé du coup sur Caroline et j'ai eu plus qu'à sprinter et sortir. Voilà. Donc, la partie en soi a duré 25 minutes. 30 minutes gros maximum, en incorporant dans ces 30 minutes la lecture du poltergeist, la lecture du manoir et la mise en place. Voilà, donc en gros 40 minutes pour tout ça. Autant vous dire que c'est des parties qui peuvent être très rapides et qui sont très nerveuses. On s'y prend bien, c'est très intéressant, donc comme d'habitude. Et c'est un jeu que j'aurais tendance à vous recommander. Après, est-ce que cette extension est meilleure que le Dr Peur? Là, de prime abord, la tension est complètement différente, la façon de jouer, le gameplay est complètement différent. Et c'est un gameplay où je me dis, en fait, il n'y a pas d'affrontement, c'est plutôt de la course-poursuite plutôt. Et c'est le genre de gameplay que j'aime pas trop, surtout quand il y a des dés. Je préfère la jouer un petit peu plus, on lance les dés pour faire des dégâts plutôt qu'on lance des dés pour essayer d'échapper. C'est tout. C'est une question de préférence. Ceci dit, c'est un gameplay qui est quand même très intéressant, très satisfaisant et qui change complètement et qui est même l'opposé du Dr Peur. Dr Peur que j'appelle depuis tout à l'heure, en fait, c'est Cauchemar sur Maple Lane. Voilà. Donc du coup, je vais regarder pour une 3e extension. Avant d'attaquer une nouvelle extension, je me permets juste de faire un petit point sur cette extension Poltergeist avec mes premières sensations après les avoir rangées. Ça n'est pas une extension qui pour moi est la plus intéressante parce que je trouve que la condition de victoire est directement conditionnée par de la fouille, de l'aléatoire dans 3 endroits différents. Tu n'as pas de stratégie à mettre en place pour gagner comme par exemple dans le Dr Peur où tu vas devoir te stuff, devoir trouver on va dire une bonne combinaison de cartes pour avancer, t'endormir et aller chercher le méchant en fait au final. Donc ça, le poltergeist me frustre un petit peu par cette condition de victoire très aléatoire. Ça peut aller extrêmement vite comme j'ai eu parce que là pour le coup le personnage Caroline était dans le garage et je suis allé très vite. J'ai pas eu besoin de trouver Monsieur Floppy et compagnie.
Donc du coup, j'ai pu finir ma partie extrêmement rapidement et c'est une extension qui, dans ces situations-là, je pense, fait flop. Ensuite, je pense que la situation où tu ne trouves pas Caroline et ça monte très vite crescendo en difficulté parce que tu ne peux tuer personne et tu peux en prendre plein la tronche, là, pour le coup, ça peut vite être frustrant puisque tu ne peux pas riposter efficacement. Peut-être avec les cartes défense, etc. Ok, passons. Mais du moins, ta condition de victoire, encore une fois, est dépendante d'une fouille. Et ça, c'est le genre d'extension qui, moi, me frustre beaucoup plus parce qu'il n'y a pas vraiment de stratégie à mettre en place. Du moins, je trouve, c'est une sensation, ça n'est pas forcément ce que tout le monde pense, hein, entendons-nous bien. Voilà. Ensuite, je rebondirai ensuite sur un autre point. Je pense que lorsque tu arrives au stade où tu sais que Caroline est dans le dernier tas à fouiller, dans le dernier endroit, et que le poltergeist, en contrepartie, lui, il a fait que monter extrêmement en puissance, se déplace extrêmement vite et il a débloqué toutes ses capacités. Je pense que en fait, c'est tellement dur d'en arriver là à retourner, on va dire, ta carte, à retrouver Caroline et peut-être même Monsieur Floppy dans le même tas d'ailleurs, pourquoi pas, c'est le cas. Et enfin, à t'évader in extremis par la fenêtre, ça c'est sûr, ça doit être extrêmement satisfaisant. Ça c'est sûr, mais ça peut aussi être extrêmement frustrant de ne pas réussir au bout d'une bonne grosseur de partie à fouiller des tas, voilà, et pas avoir de réel affrontement. Cette partie où il n'y a pas vraiment d'échange pour moi n'est pas ce qui m'attire le plus au final. Ceci dit, le manoir Krish est super intéressant, ça nous fait de beaux petits clins d'œil par rapport au manoir qu'on a dans les séries B, etc. et tout, des années 80, assez mal faites, etc. Où on les voit sauter par la fenêtre et échapper de peu à une explosion, aux méchants et compagnie. Ça nous fait tellement penser à ça. C'est un super beau clin d'œil. Et franchement, un très bon lieu. On passe à la suite. Allez, donc du coup, je viens de terminer ma partie avec l'extension dans le bosquet sacré et le méchant tueur Inkanyamba. Ouais, pas si facile à prononcer et pourtant je le trouve super intéressant. C'est plein de tension, c'est très 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 nerveux et beaucoup de réflexion. Alors, Inkanyamba, donc c'est un tueur qui vient avec un matériel supplémentaire. Il a une piste de courroux sur le côté. Donc on met un petit jeton qui va à chaque fois augmenter en intensité. Plus la partie va augmenter. On peut la faire descendre, hein, bien sûr. Et elle fait énormément de dégâts, cette piste. Et sur le côté, on retrouve donc une autre piste, donc cumulative, avec donc le méchant, Inkanyamba. Et là aussi, très nerveux lorsque on l'a ici, ça c'est le courroux divin. Hein, voilà, excusez-moi, hein, ça c'est en corrélation de ça, donc le courroux divin. Donc c'est lié au bosquet divin. Et le courroux tueur est lié à Inkanyamba. Donc, ces pistes-là, c'est deux pistes supplémentaires qui vont générer des malus lorsqu'elles vont être déclenchées. Déclenchées par les cartes terreur. D'accord? Comme vous pouvez le voir, là j'en ai sorti une. Déchaîner, ça veut dire activer l'effet qui est là. Perte 2 fois de 2 temps. Ok? Voilà. Donc, bien sûr, imaginez quand vous êtes à la dernière tout en haut, défausser toutes vos cartes actions sauf rédemption et accroître le courroux divin du nombre de cartes défaussées. Ouais, bah autant vous dire qu'on n'a pas fini. Hein, c'est très compliqué. Allez, donc du coup, le jeu, l'extension vient avec 2 cartes, donc c'est les cartes rédemption qui sont liées donc au bosquet sacré, uniquement au bosquet sacré, qui vont permettre en fait de faire décroître le courroux du tueur ou le courroux divin. D'accord? Donc là, on peut le voir déjà, avec 3 réussites, on descend directement à 1. Et c'est très bienvenu et c'est bien quand ça marche. Alors, moi je suis parti avec cette mise en place-là, donc centrale, avec des personnes sur des lieux sacrés. Des lieux sacrés dans le bosquet sacré. C'est des lieux qui vont être très importants parce que s'il y a des victimes de poser dessus, ça va faire monter le courroux du tueur. Il n'aime pas du tout que l'on vienne profaner ces lieux de culte, ces lieux sacrés. Voilà,
3 zones où on va pouvoir avoir donc des objets, donc les objets trouvés, l'accueil et ici la cabane du gardien. Et voyons, c'est tous les deux retrouvés à la cabane du gardien où il y a eu l'affrontement final et j'ai réussi à le vaincre. Bon, il n'avait pas de jeton avec un point de vie d'adrénaline supplémentaire. Et moi de mon côté, je me retrouve quand même avec un petit peu de points de vie. Donc Barbara, très sympa, hein, 7 points de vie au départ, c'est plutôt très 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 fort je trouve. Mais bon, qu'importe. Ah oui, une petite réglette qui vient après se compléter ici, quand on dévoile la carte finale. Bon, tant qu'elle n'y est pas, on le met pas. Qu'importe. Comment ça s'est passé? Ben déjà, tout simplement, je suis donc parti effectivement en zone centrale. Et j'ai eu un petit homme qui est apparu, c'est le saint homme. Et lui, il nous court après. Il court après le tueur. Et nous, on doit plutôt courir après le saint homme. Et l'idée, c'est de finir notre positionnement en même temps que lui sur le tueur, en gros. Et ça nous permet de diminuer, donc on va dire, diminuer ces courbes de Kourou de 10, jusqu'à 1, descendre jusqu'à 1. Si jamais le tueur finit sur le symptôme sans que vous y êtes, eh bien vous augmentez, donc il faut les répartir de 10 les deux pistes. Donc autant vous dire que c'est un gros malus ou un gros bonus. Bon, j'ai réussi à ce que ça se passe très bien. C'est pour ça que mes pistes de Kourou, vous le voyez, hein, sont relativement basses. Donc on a fait un petit peu le tour, il y a eu pas mal de dead. Surtout à un moment, je me retrouve avec cette carte, qui est le guide touristique. Donc le guide touristique, vous le prenez, vous le mettez à un endroit. Ben là, le guide touristique, moi, il était au cimetière. Alors, je te parle pas de la visite. D'autant plus que la visite en elle-même s'est révélée par être un déplacement du bonhomme au cimetière ou alors de la victime sur le bonhomme, sur le tueur. Donc ça s'est avéré par une grosse paire de claques dans le guide touristique. Et je me suis vu accroître mon foutu Kourou divin de 6. Et ça a fait très très mal, puisque juste après ça s'est enchaîné avec déchaîner le Kourou divin. Et je crois que j'étais arrivé au maximum. Ouais, j'étais arrivé à défausser toutes les cartes actions. J'ai perdu un tour complet. Ça m'a fait très 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 mal. Et c'est arrivé en plus pas trop tard après que j'ai réussi à faire mon bon combo avec le Saint-Homme. Bon, qu'importe. Du coup, je me retrouve à la fin avec 2 personnages et la capacité spéciale de Barbara qui est très très forte, qui permet en fait de sacrifier des victimes et ça fait des dégâts en plus. Donc tu les prends avec toi, tes victimes, tu les mènes jusqu'au tueur et bam, tu vas lui casser la gueule en sacrifiant tes victimes. Je l'ai plutôt bien abusé de ça, bien abusé, ce qui m'a permis de lui réduire plusieurs fois de 2 points de vie à la suite. En plus, au niveau des dégâts, je me suis retrouvé avec la canne ici de combat, rien d'énorme, vraiment rien d'énorme. Donc bon, ça fait pas beaucoup de dégâts. Ce qui a été très très efficace par contre, c'est la possibilité de pouvoir faire une contre-attaque. La riposte, là, c'est très très fort. Alors attendez, il faut que je retrouve la riposte. Je crois que j'ai utilisé le tour d'avant, ouais, c'est ça. Juste avant de perdre, enfin, juste avant de gagner, pardon. La riposte, 2 dégâts, en ignorant tous les dégâts. Ça, c'était super fort. Et là, du coup, à la fin, j'ai réussi donc à me défendre. Bon, ça s'était plutôt bien passé. J'ai pris que 1 dégât, je crois, quelque chose comme ça, ou 2. 1 ou 2 dégâts, j'ai pris. Et après, j'étais attaque puissante. Je me suis planté. Il a fallu que j'utilise 2 cartes en plus pour pouvoir valider l'attaque puissante tout en haut et diminuer la piste d'horreur. Et il lui restait donc 1 point de vie plus ça. Et il était à 0. Donc du coup, j'ai réussi à gagner. Voilà. Donc c'est une partie que j'ai trouvée extrêmement tendue. C'est très original au niveau du gameplay. Il faut réfléchir à beaucoup de choses. La défaite, elle passe très 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 près à chaque fois. C'est, je pense, l'extension que je préfère le plus au niveau nervosité, stratégie, réflexion et immersion. Vraiment une très 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 bonne extension. Je pense que c'est celle que je vais avoir tendance à recommander le plus pour le moment pour Final Girl. Donc ouais, très très bonne surprise. On va voir les autres extensions, ce que ça peut donner. Enfin, les autres extensions. Spoiler, il n'y en aura qu'une. Je n'ai pas l'extension de base avec la blonde.
Allez, donc du coup, dernière extension en ma possession, il s'agit donc de Gepetto à la foire infernale, hein, comme vous pouvez le constater. Alors c'est une extension que j'affectionne beaucoup et je vais vous expliquer un petit peu de quoi il s'agit. Alors déjà, Gepetto, il joue avec un système de marionnettes. Vous voyez ici, il y a une carte marionnette. Donc vous les prenez, vous les invoquez et ils se déplacent. C'est les règles pour les sbires. Donc je trouve ça très nerveux et très difficile. Quand vous avez jusqu'à 4 adversaires sur le plateau, ce qui a été le cas pour moi, ça s'est révélé être relativement compliqué. Vraiment compliqué. Parce que vu qu'ils font beaucoup de dégâts, etc., les victimes sont complètement bêtes et parfois même se jettent dessus. Et du coup, c'est ce qui explique pourquoi c'est monté très vite et très haut dedans la piste sanglante. Donc Gepetto, qu'est-ce qu'il a comme particularité ce méchant? Les marionnettes comme je vous ai dit, et c'est tout. Voilà. Et c'est déjà beaucoup. Après, la foire infernale dispose d'un système de cartes objets pièges et un système de cartes terreur piège. Alors le système de cartes terreur piège, au même titre que les cartes objets, lorsque vous tirez une carte piège, il va falloir activer ou invoquer des pions. Donc là par exemple, là, pour les cartes terreur on invoque des pions, ici ça c'était des scies. Et vous avez des références, des cartes références pièges. Donc lorsqu'il y a des victimes sur les pièges, elles meurent instantanément. Donc ça s'est révélé être pour moi une énorme contrainte parce que je me suis basé au début à finidrir 4 personnes au même endroit, d'accord, plus 2, dont 2 déjà sur le piège lorsque j'ai tiré la carte terreur en question. Avec en plus comme événement, tu crois que c'est dangereux? Durant la phase maintenance, chaque victime se déplace de une zone en direction de du jeton piège le plus proche. Alors autant vous dire que quand il se déplace par 4 en direction du jeton piège et qu'il se jette sur les scies, ça explique un petit peu pourquoi ça s'est révélé être une hécatombe. Donc voilà, déjà il y a ça. Donc ça m'a énormément mis de bâtons dans les roues. Et ensuite, vous avez un système de cartes pièges dans les objets. Donc là, lorsque vous la retirez, il faut le faire de suite, l'effet qui se passe. Lorsque vous tirez 2 cartes, par exemple, lorsque vous faites l'action recherche, pour prendre l'objet, vous devez subir la carte en question, la carte piège. Voilà, donc c'est plutôt bien foutu. Il y a un tout petit peu d'aléatoire finalement, mais c'est pas si contraignant que ça. Donc, vous l'aurez compris, moi, une fois que toutes mes victimes ont décidé de se suicider, ici sur la piste, c'est monté très très vite. J'ai eu un événement qui a été le clou du spectacle, la pleine lune. La victime la plus éloignée de vous, donc en fait, il n'en restait qu'une, est plus poilue que ce qu'elle en a l'air. C'est un loup-garou. Durant la phase de maintenance, paniquer le loup-garou. Il inflige 2 dégâts à une cible sur sa zone, selon l'ordre suivant. Victime, survivante, sbire, tueur. Bon. J'ai eu de la chance, il était relativement loin, mais je pouvais ni le sauver, ni le tuer. Voilà. Enfin, je me suis retrouvé donc à me dire, on va tenter le tout pour le tout. Et je me suis retrouvé avec donc les 3 marionnettes plus Gepetto sur ma tronche. Et ça a été un carnage. Voilà. Je me suis fait rouler dessus. Est-ce que c'est l'extension que je recommanderais le plus? Peut-être. En tout cas, c'est l'extension que moi je préfère, dans le sens où c'est nerveux, rapide, difficile, très difficile. Voilà donc pour moi les extensions que je dispose. Et dans l'ordre de préférence, voilà ce que je vous propose. Celle que je recommanderais le plus et que j'ai particulièrement aimé, on va dire en top 1, Gepetto avec la foire infernale. Je pense qu'en termes de gameplay nerveux, stratégie, rejouabilité, il est excellent. Il correspond exactement à mes attentes pour pouvoir, on va dire, faire un petit peu d'aléatoire, mais pas trop, du stratégique pour affronter un opposant et de la difficulté, beaucoup de difficultés.
Ensuite, je prendrai le Bosquet Sacré pour son gameplay qui est un petit peu atypique pour on va dire le côté nerveux et la difficulté aussi qui est vraiment très intense. Donc ouais, le Bosquet où j'ai passé un très bon moment dessus et j'aimais bien le système un petit peu de cultiste, etc. Ouais, l'univers me parle particulièrement. Ensuite, Dr Peur, j'avais passé un très bon moment dessus. C'est technique stratégique, mais comment dire, c'est pas celle que j'ai trouvée la plus difficile, mais c'était quelque chose, c'était un bon moment, voilà, sans plus. En tout cas, je pense que c'est une très bonne extension pour peut-être commencer à jouer à Final Girl. En tout cas, ça m'a permis de me mettre dans le bain assez facilement, découvrir plusieurs gameplays et non, c'était une très bonne première approche. Et ensuite, en dernier, le Poltergeist, tout simplement pour son système de course-poursuite que je n'aime pas du tout, en fait, au final. Ça n'est pas pour moi. Ce système d'évasion, etc., c'est pas ce que je préfère le plus, accompagné de ce gros problème d'aléatoire que je trouve à mon goût beaucoup trop présent et pas assez facile à calculer. Voilà. Ensuite, il me manquerait donc du coup l'extension de base avec la blonde. Donc là, je ne l'ai pas. Je l'ai commandé avec Hans le boucher, mais je ne pense pas que ça va apporter vraiment quelque chose de suffisamment différent pour se démarquer des 4 qu'il y a ici, qui propose un gameplay vraiment plus évolué a priori que le gameplay de base proposé dans l'extension avec la blonde dont je ne me souviens plus le nom. Donc ce qui me fait me poser la question de savoir si je la prends ou pas du coup. Si ce n'est pour la collectionnite aiguë, je sais pas, je verrai. Voilà, donc ça sera on va dire un premier rapport et réaction à chaud à chaque fois sur bien évidemment une extension jouée en intégralité avec le matériel proposé par extension, donc sans mixte. Si vous souhaitez que je vous propose une partie avec un mixte, n'hésitez pas à m'en faire part dans l'espace des commentaires et me dire ce que vous souhaitez que je mixte pour avoir, on va dire, plus ou moins une idée. Par exemple, pourquoi pas le manoir hanté avec Gepetto. Je pense que les marionnettes elles vont nous déchiqueter en 6-4-2. Mais bon, qu'importe. Là, je pense qu'au niveau équilibre, ça doit être vraiment dur d'ailleurs. Enfin bref, qu'importe. Pour ce qui est du jeu en soi, c'est un jeu que je recommande effectivement pour tous les amateurs de solo. C'est immersif, prenant, c'est rapide et les règles sont vraiment très faciles à prendre en main. Donc oui, je recommande absolument. Si vous avez des questions, n'hésitez pas donc à m'en faire part dans l'espace des commentaires comme d'habitude. Sinon, n'oubliez pas, avoir un jeu, c'est bien, y jouer, c'est mieux.